Bonjour à tous et tous. Donc je vais vous présenter le programme de suivi temporel que mène l'ONF en forêt, sachant qu'évidemment pour nous les petits mammifères et les mammifères en particulier sont un maillon important, même s'il nous arrive un peu de pester contre eux quand ils nous mangent nos semis ou qu'ils nous bouffent toutes les graines. Mais par contre, on est bien content quand ils vont nous entraîner quand ils vont nous enterrer des petits tas de graines et les faire germer. Et en tout cas, ils sont quand même avant tout à la base de la chaîne alimentaire qui nous permet de voir autant d'animaux en forêt. Donc c'est une guilde qui est assez peu suivie en forêt en France et avec des espèces probablement très sensibles aux pratiques forestières et qui seront sans doute les premiers témoins du réchauffement climatique. Donc mon intervention elle va se dérouler en plusieurs phases, une introduction, une petite information sur le protocole qu'on utilise, le bilan du test qu'on a fait en 2020, les deux bilans des suivis de 2021 et 2022, et puis les suivis complémentaires qu'on est en train de mettre en place. Donc ce qu'on voudrait savoir en fait, c'est comment évoluent les populations de micro-mammifères en fonction des tendances naturelles, selon les essences d'arbres qui les abritent. On voudrait savoir comment évoluent les fructifications et du coup la disponibilité en nourriture des micro-mammifères dans nos forêts. On voudrait savoir comment le peuplement forestier va réagir au changement climatique et quels effets ces bouleversements auront sur les micro-mammifères et puis quel rôle joue la cohorte de prédateurs sur cette communauté. Et de la même façon, on voudrait aussi savoir quel est le rôle et quelle est l'importance du bois mort au sol en forêt pour les micro-mammifères. Donc l'idée, c'est de récolter des paramètres démographiques qui décrivent la composition et la structure de la population, à la fois pour avoir des données d'abondance par espèce, par des abondances totales, voire des densités, mesurer des sex ratios, de recrutement éventuellement, le tout à long terme. On va essayer de mettre ça en place pour plusieurs années. Et évidemment, simultanément, à la fois dans des peuplements gérés et des peuplements qui leur ressemblent étonnamment, mais qu'on a mis sous cloche dans des réserves biologiques. Donc, le but, obtenir une liste d'espèces, obtenir des paramètres démographiques à long terme, avoir les suivis annexes donc de fructification, de prédateurs, d'herbivores, de bois mort au sol dans les mêmes endroits, pour essayer de se constituer un référentiel national des micro-mammifères dans le cadre du suivi de la biodiversité en forêt. Alors le protocole, c'est capture de micro-mammifères sur grille de piège. Donc on utilise des pièges INRA avec dortoirs en bois. On pose des grilles de 8 x 8 pièges espacés de 5 mètres. C'est un protocole du muséum. On les appâte avec graines de tournesol, huile de sardine, morceaux de pomme et de carottes. Et donc on travaille sur une semaine. On les pose le lundi matin et on enlève tout le vendredi une fois qu'on a fait la relève. Évidemment, l'idée c'est que chaque année on les installe exactement aux mêmes endroits. Donc, bon, je suis désolé, Pierre, il y avait un forestier qu'il ne fallait pas qu'il vienne aujourd'hui, il était venu, tant pis pour toi, mais enfin tout ça pour dire qu'il faut bien choisir ses sites pour avoir envie d'y retourner chaque année. Donc on fait un suivi journalier donc avec un petit logiciel qu'on a sur nos smartphones. L'idée c'est évidemment de saisir toutes les données de pièges fermés sur les espèces cibles, mais aussi sur les espèces non cibles, ou alors les pièges renversés, les pièges coincés, les pièges obstrués, les pièges avec évasion, parce que ça arrive, et également de regarder les pièges ouverts où les appâts ont été consommés, mais le piège n'a pas été fermé. Pourquoi ? Parce que, ah oui, pardon, on mesure aussi des suivis météo nocturnes avec des thermohygromètres automatiques et puis on fait des relevés de données habitat protocolées. Et donc pourquoi on relève tout ça? Parce qu'on mesure l'abondance, comme tout le monde, pour 108 pièges, mais nous on la mesure avec, sur les conseils du muséum de Benoît, s'il est là, Pisanu, on mesure l'abondance de Fitzgerald. C'est-à-dire qu'on prend en compte le nombre d'individus qui ont été capturés, mais on prend aussi en compte le nombre de pièges dans lesquels ils pouvaient rentrer, voilà. Sachant que, après un article de Castaneda et al. De 2018, cette abondance de Fitzgerald est très fortement corrélée à la densité, ce qui nous permet d'avoir des chiffres de densité, tout en limitant au maximum les manipulations, puisque du coup on ne bague plus, et ça c'est plutôt ce
qu'il faut essayer de faire dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. Donc bilan du test de 2020. On avait suivi 22 quadras en fin d'été d'automne, et cette année-là, il y avait beaucoup de grosses fructifications généralisées. Donc les points, sur toutes les cartes à venir, quand ce sera rose, ce sera des sites plutôt feuillus. Quand ce sera jaune, ce sera des peuplements mélangés feuillus résineux. Et quand ce sera vert, ce sera des peuplements résineux. Donc voilà ce que ça donne, indice d'abondance pour 108 pièges, les barres blanches sont les barres de campagnol roussâtre, les grises c'est tous les mulots associés et les noirs les olipotifles. Et puis donc vous avez les différentes essences qui abritent ces arbres, ces micro-mammifères en haut. Et donc par exemple ici, on commence à Mongaï tout à gauche, c'était une chênaie de chêne rouge. Ensuite le pic Saint-Loup c'est de la garrigue maquis derrière Montpellier par là-bas. Et puis après on va passer à de la chênaie, de la chênaie charmet, de la chênaie hêtraie pour arriver à Égoal, Braconne avec de la hêtraie. Ensuite, avec la lettre M qui commence, les noms, c'est des peuplements mixtes. Par exemple, à Pimpon, en Bretagne, c'est de la pinette sylvestre à chêne. Quand on va vers la droite, à Noirmont, c'est de la hêtraie sapinière. Et puis, les peuplements résineux avec un R qui commence leur nom, on a de la sapinière pessière, donc pessière c'est épicéa, de la pessière ou de la pessière sapinière. Et là, le dernier pour ce site, c'est Mongaï encore une fois, tout à droite, cette fois-ci c'est de la douglaseraie, donc un peuplement de douglas. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Des sites où on a eu un peu plus de bestioles que d'autres, par exemple à Saint-Hugon, que du campagnol roussâtre, donc c'était dans de la sapinière pessière. Sur les Gouales, donc dans de la hêtraie, plus de mulots. On a eu au maximum, on a presque atteint 3 individus pour 108 pièges. On peut observer qu'on a eu 2 sites où on a attrapé des olipotifles, dont Noirmont, avec des peuplements, et Croix de Bord, avec des peuplements mélangés feuilleux résineux. En 2021, on a suivi 27 quadras. Donc là, il n'y a quasiment eu aucun fruit, puisque si vous vous en souvenez bien, il y a eu des immenses gelées tardives généralisées au printemps. Donc voilà tous les sites qu'on a échantillonnés. Alors de la même manière, c'était aussi en automne. Donc on commence tout à gauche en Chautagne, c'est le nord du lac du Bourget. On a échantillonné un quadrat dans une aulnaie. Ensuite, la deuxième en Chautagne, c'est un peuplement de feuillus, de fruitiers forestiers, merisier, alisier torminal entre autres, sorbier, etc. Ensuite, les 2 peuplements de Chautagne suivants, c'est de la peupleraie, et puis après on passe au chênai. Donc au chênai, voilà, chênai hêtraie, pour arriver au hêtraie, pareil, Fontainebleau et Goual, et puis après au peuplement mélangé hêtraie sapinière, sur Guebwiller, toujours Noirmont, Pimpon avec toujours la pinette sylvestre à chêne, et puis tout à droite les peuplements que résineux, c'est-à-dire sapinière, pessière, ou à Ourtin, un peuplement de pinède maritime qui était au stade de semis, c'est-à-dire qu'ils avaient semé des graines pour essayer de faire de la régénération. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Des sites qui ne montrent pas tout à fait les mêmes choses. Par exemple, à Brèchevillers, on avait tout à droite, on avait autant de campagnol roussâtre que de mulots. Par exemple, à Vachefeld, on avait bien plus de mulots. Par exemple, à Coitenose, en Bretagne, on avait bien plus de campagnol roussâtre, et c'est là qu'on avait dépassé les 7 individus pour 108 pièges. Tout à gauche, en Chautagne, dans l'Aulnay en renaturation, là, on avait presque 7 mulots pour 108 pièges. Et donc, on a presque atteint les 8 pour un site, et en tout cas, pour la plupart, on a dépassé les 6. Un site où on a eu 4 espèces, et ben c'est à nouveau Noirmont en hêtraie sapinière, où on a attrapé cette année-là un campagnol tout-terrain.
Et puis des sites avec 3 espèces, comme la chaudagne dans ces fameux peuplements de fruitiers sauvages et le grand jailli dans de la chênaie. En 2022, on a suivi 23 quadras. Donc les dernières à l'automne, pas beaucoup de fructification en dehors de celle des chênes et du sapin. C'est tout bon, ça va faire. Et là, je vous montre un exemple auquel Fabrice a participé. Donc c'est à Arvières, sur le Mont Colombier, juste à côté de la Chaudagne, au nord du lac du Bourget, dans l'Ain. Là, c'est la grille de piège avec toutes les captures à la fin de la semaine représentées par espèces. Et donc, on observe donc le mulot en jaune, mulot sylvestre en jaune, le mulot à collier en orange, le mulot qui s'est barré et qu'on ne sait pas en rouge, le mulot et le campagnol roussâtre en bleu. Et là, ce qui est rigolo, c'est quand on superpose à la micro-clairière interne que les forestiers ont créée dans leur futaie régulière, et ben, c'est qu'on observe que le campagnol roussâtre était plutôt tanké dans ce coin-là. Pour son témoin, dans la réserve biologique où il n'y a pas de clairière, bah vous avez le même processus, et évidemment quand les logos s'empilent, c'est qu'on a eu plusieurs captures sur le même piège. Donc, voilà ce que ça donne pour 2022. Alors on a échantillonné tout à gauche de la châtaigneraie dans les morts, ensuite des peuplements de chênaie verte, ensuite de la chênaie à nouveau pour arriver à de la chênaie hêtraie, puis de la hêtraie sur les gouales, et après on passe à des peuplements mixtes, et là il n'y a plus que de la hêtraie sapinière. Et puis tout à droite, les peuplements qui ne sont que résineux, avec soit de la sapinière paissière, soit de la paissière sapinière. Alors, on observe qu'à Brèchevillers, on a eu la plus forte abondance, avec beaucoup de campagnols roussâtres. Et puis là, vous avez la différence à Arvières entre l'ARB et le peuplement géré, où il y a inversion de dominance entre les campagnols roussâtres en RB et les mulots dans le géré. Donc on atteint péniblement 5 en 2005 individus pour 100 000 pièges en 2022. Et encore un site où on a eu 4 espèces, c'est encore Noirmont. Donc toujours dans de la hêtraie sapinière, et cette fois-ci c'est du Loir qu'ils ont attrapé. Donc Noirmont, pour vous dire, c'est Vermouth dans le Jura. Et puis des sites où on a eu 3 espèces, avec par exemple Guebwiller avec du campagnol souterrain, enfin une fois, et Chizé avec aussi du Loir. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc si on ne prend que les sites qu'on a suivis plusieurs années de suite, avec RB et géré, donc en 2020 on avait en moyenne 0,49 individus pour 100 nuits pièges avec beaucoup de fructification, on est passé à 2,91 en 2021 où l'automne il n'y avait aucune fructification, donc on a une augmentation de population x6 en moyenne, et en 2022 on est rebaissé à 1,12 pour 100 nuits pièges avec seulement des fructifications de chênes et de sapins. Et si on prend tous les sites, avec les biais que ça peut avoir, on a augmenté entre 2020 et 2021 x3, et on a baissé entre 2021 et 2022 2 x3 également. Voilà. Alors, si je vous montre les comparaisons gérées-RB, là vous avez en rouge les sites en géré avec les années, et en bleu et vert les sites en réserve biologique, parce qu'il y en existe 2 sortes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, là on n'a pas de grosses différences significatives. Là, vous avez les suivis pluriannuels qu'on mène avec chaque site, son type de peuplement tout à droite, et puis la météo nocturne moyenne de toute la semaine de capture, puisqu'elle peut avoir une influence là-dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on observe? Une inversion de dominance à Saint-Hugon en 2019, avec le mulot qui domine, puis retour à la normale. Pareil à Quatennose en 2022, et puis des dominances de mulot en 2021 à Wachfeld, à Guebwiller en 2022, sur les Gouales en 2019. Voilà. Suivi complémentaire, je magne. L'idée c'est de suivre les prédateurs terrestres. L'idée c'est de poser, donc c'est un protocole qu'utilise l'OFB Muséum de Paris sur la base du travail de Howe et al. Où on pose donc 5
pièges photo, un dans le quadrat micromam et 4 sur les bords. Devant, on met des jalons tous les mètres pour savoir à quelle distance, quand on verra des animaux, ils sont passés. Et donc, avec l'horodatage des photos, on modélise une fonction de rythme d'activité. Avec les distances, on mesure une fonction de probabilité de détection. Et puis, je ne vais pas pouvoir rentrer beaucoup dans les détails, mais pour vous dire, à la fin, l'idée, c'est de modéliser des densités. À partir du moment où on a assez de photos. Voilà. Alors, les deux dernières diapos, petite chouette de montagne, parce que simplement, effectivement, c'est mon autre marotte, mais dans le cadre des protocoles nationaux petite chouette de montagne, on peut avoir des quadras qui sont à proximité de sites qu'on suit, et l'idée, c'est de récupérer les pelotes de réjection donc de la chevachette, de la tegmane ou même de la hulotte, et de regarder ce qu'elles ont consommé par rapport à ce qui est disponible. Et pour les fructifications, alors là c'est un programme mondial qui s'appelle Mastif. Donc là on est appuyé par l'INRAE Grenoble, où là l'idée c'est de cartographier tous les arbres de la placette du quadrat plus un petit buffer autour, et de compter chaque année de la même façon les fruits ou les cônes de certains des arbres, voire de mettre des bacs à graines, et derrière de modéliser des densités de graines qui ont pu tomber au sol, comme vous le voyez ici, par exemple avec l'essence bleue, sur laquelle on aurait notre grille de piège, et peut-être un jour pouvoir essayer de voir est-ce que certaines essences ont des effets sur les zones de capture de nos micro-mammifères. Le bois mort au sol, à partir du moment où il se trouve à moins de 50 cm de nos pièges, et l'an prochain, 18 sites suivis avec ceux en rouge qui seront des nouveaux sites à long terme. Voilà, je vous remercie. Désolé pour le temps. Je vais juste, comment vous différenciez sur le terrain mulot sylvestre et mulot accolé? Eh ben, c'est pour ça que des fois on les met ensemble dans les graphiques, c'est parce que des fois on n'y arrive pas. Et donc comme on n'a pas forcément non plus les sous pour faire les analyses génétiques, voilà. Et des fois ça reste indéterminé. Ouais. Les individus étaient relâchés in situ, marqués, vous savez les taux de recapture par exemple? Non, alors justement, avant on faisait ça, donc en 2015, 2016, 2017, on faisait du bagage auriculaire, et puis on a arrêté parce que justement le muséum avait montré qu'avec seulement l'abondance de Fitzgerald, on arrivait à avoir les mêmes idées de densité sans avoir à manipuler aussi longuement les animaux, mais surtout sans avoir à les faire chier. Et donc on en recapture probablement, mais on ne peut pas savoir si c'est le même ou pas. Mais l'indice de Fitzgerald s'en fiche. Simplement, simplement concernant l'augmentation en 2021, sachant que vous expliquez qu'il y avait peu de graines, est-ce que simplement il n'y a pas un biais lié à une plus forte recherche de nourriture des individus et une plus forte attractivité des pièges s'ils sont équipés d'appâts? Ouais. Parce qu'en fait, ça peut simplement s'expliquer comme ça. Oui, ouais. Alors en même temps, en 2021, on a observé, enfin pour les gens au moins dans le Jura et dans les Alpes qui habitaient pas loin des forêts, il y a eu des invasions d'animaux qui ont quitté la forêt pour essayer d'aller chercher de la nourriture en fait ailleurs. Et voilà, donc c'est entre ça et la bouffe dans nos pièges, bien sûr qu'il y a sûrement aussi un lien, oui. Une explication potentielle, c'est qu'aussi l'année où il y a eu une forte fructification, il y a eu une forte survie hivernale, donc des animaux l'année suivante, et inversement, hein, il faut voir que très souvent, la dynamique de population, elle est décalée d'une année sur l'autre à cause de cette survie hivernale, hein, qui est liée évidemment aux ressources en automne. Et probablement même de la reproduction printanière, parce qu'il y avait encore tellement de fruits cette année-là qu'ils ont pu se reproduire en plus grand nombre. Oui, donc ce suivi que vous faites en forêt est vraiment intéressant. Les résultats seront surtout intéressants sur le long terme. Et ce serait intéressant aussi de peut-être mettre en place le même type de suivi dans des milieux ouverts, à proximité de vos forêts. Et peut-être que la SFEPM et le groupe Petits Mammifères pourraient travailler à ce projet-là. Et on verrait peut-être justement là des évolutions comparatives entre forêts, milieux ouverts, répartis un peu partout en France. Ça pourrait être vachement intéressant d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur les petits mammifères.
c'est vrai en France. Oui, bien sûr. Puis même pour nous, de travailler avec d'autres personnes que juste entre forestiers, si on peut faire des bilans, pourquoi pas. Merci.